Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Joël Fagot, qui a fait le voyage en TGV depuis le sud de la France, depuis Marseille, pas trop loin, mais je te remercie vraiment de faire le déplacement pour ce cours. Joël est directeur de recherche au CNRS et à l'université d'Aix-Marseille, et il a fondé un laboratoire dont je pense qu'on va voir des exemples très vite, qui est tout à fait unique dans son style de recherche, dans la mesure où il est capable d'avoir des singes, des babouins volontaires qui se prêtent aux expériences et qui, vous allez le voir, hein, bon, plus ou moins volontaires, qui acceptent de participer et, dans un contexte qu'on peut qualifier aussi de jeu, se prêtent à des milliers, voire des dizaines de milliers d'essais, donc qui nous donnent des détails sur le comportement et les capacités cognitives de ces babouins qui sont absolument extraordinaires. Joël va nous parler aujourd'hui des mécanismes de l'analogie, mais je signale pour ceux qui ne connaissent pas le travail précédent, il a fait un travail absolument remarquable, publié dans Science il y a quelques années, sur les capacités de lecture des babouins. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est le premier, je crois, à ma connaissance, le premier modèle animal de la lecture, en tout cas des capacités visuelles de lecture, dans la mesure où les animaux, avec des milliers d'essais d'entraînement, avaient appris à faire la différence entre un mot écrit qui est un mot anglais, et un pseudomot, une chaîne de caractères qui n'est pas un mot anglais. Et les animaux avaient tellement bien appris qu'ils étaient capables de généraliser à des chaînes nouvelles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, avec une certaine similarité formelle avec le traitement orthographique dans l'espèce humaine, qui avait été étudié par tes collaborateurs, hein, Jonathan Granger et d'autres. Donc un travail très remarquable qui montre que les capacités cognitives des autres primates peuvent, dans une certaine mesure, ressembler aux nôtres, fournir des modèles animaux, même d'opérations comme celle de la lecture. Et pourtant, à un certain niveau, évidemment, les choses sont différentes. Et donc maintenant, je te laisse la parole, Joël. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Stanislas pour cette invitation. Je suis absolument ravi d'avoir l'occasion de présenter mes travaux dans le cadre de ce séminaire. Alors j'ai un peu hésité à ce que je voulais présenter dans le cadre de ce séminaire. Et j'ai choisi de présenter des travaux qui posent la question, est-ce que l'animal, en l'occurrence le primate, le babouin, tu viens d'en parler, sont capables de raisonnement analogique? Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique aujourd'hui? Tout simplement parce que la littérature sur l'analogie chez l'animal est très marquée par la question du langage. Et donc cette question me paraissait assez en rapport avec le cours que tu présentes dans le cadre de ce séminaire. Alors pour un peu poser les bases du problème, je vous cite ici une analogie, on appelle l'analogie de Rutherford. Alors Rutherford était en fait un physicien qui a publié en 1911 la théorie planétaire de l'atome, qui se résume par la petite phrase là, qui est sur la gauche de la diapositive. La structure de l'atome ressemble à celle du système solaire. Alors je pense que vous n'avez absolument aucune difficulté à comprendre cette analogie. On comprend très bien la seule lecture de cette phrase qu'il y a une ressemblance de structure entre les deux. Il y a un élément central autour duquel tournent dans les deux domaines certains objets. Alors maintenant, si on essaie de positionner cette analogie d'une manière un peu plus formelle, on peut dire que en fait, cette analogie comporte deux domaines. Elle va comporter ce qu'on appelle le domaine cible. Et le domaine cible, c'est ce que l'analogie tente à expliquer. Donc en l'occurrence ici, on essaie d'expliquer la structure de l'atome, parce que c'est précisément ce qu'on dit, la structure de l'atome ressemble, donc on explique la structure de l'atome, c'est le domaine cible. Et puis il y a de la même manière le domaine source, et le domaine source va être le domaine explicatif, ressemble au système solaire, c'est le domaine explicatif. Et donc chacun des deux domaines a en réalité un certain nombre de termes, et puis ces termes entretiennent un certain type de relations entre eux. Donc par exemple, il y a ici un jeu de relations qu'on va qualifier de premier ordre. Les planètes tournent autour du Soleil, c'est un type de relation spatiale entre les planètes et le Soleil. Il y a également un jeu de relations de premier ordre dans le domaine cible. Et en fait, résoudre l'analogie consiste à non pas traiter les relations de premier ordre, mais à traiter des relations entre relations. D'accord ? Alors, d'une manière générale, les chercheurs qui travaillent dans le domaine et surtout sur l'homme considèrent que résoudre ce type de tâche d'analogie, en fait, c'est un problème ce qu'ils appellent un structural mapping, une mise en correspondance structurelle du domaine source et du domaine cible. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement essayer d'associer les relations de premier ordre entre elles. Puis naturellement, plus ces relations seront nombreuses, les relations partagées par les deux domaines, plus elles seront nombreuses et plus l'analogie sera facile à résoudre. Et s'il y en a très peu, ça va être beaucoup plus difficile à trouver.
Puis naturellement, lorsqu'on va faire ce type de structural mapping, de mise en correspondance structurelle, on va se focaliser sur les dimensions pertinentes dans le contexte de cette analogie, et puis on va tendre à négliger les dimensions non pertinentes dans ce même contexte. Par exemple, les différences de couleurs, ce n'est pas du tout pertinent dans ce contexte. C'est une information qu'on va négliger pour résoudre ce type de problème. D'une manière générale, les chercheurs considèrent que les problèmes d'analogie sont très fortement liés aux problèmes de catégorisation. Alors pourquoi les deux sont reliés? Tout simplement parce que résoudre une analogie consiste à regrouper les éléments ensemble en fonction de propriétés communes. Et regrouper les éléments ensemble en fonction de propriétés communes, c'est par définition un mécanisme de catégorisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que la catégorisation au sens large et plus généralement la capacité à résoudre des problèmes d'analogie semble, chez l'homme et notamment chez l'enfant, très largement dépendant des compétences linguistiques. Et je vais essayer d'illustrer, vous présenter simplement deux travaux qui présentent le lien entre catégorisation et langage et catégorisation et analogie. Regardons d'abord ce lien entre catégorisation et langage. Pour l'illustrer, ce lien, je vais vous présenter une seule étude. C'est une étude qui a été réalisée par Waxman et Gell-Mann et qui a été publiée en 2009, mais il y a d'autres travaux antérieurs. En fait, ici, c'est un TIX qui résume cette série de travaux. Cette expérience se déroule en deux phases. D'abord, elle travaillait avec des enfants de 6 à 12 mois. Et les enfants, on leur présentait une expérience qui se déroulait en deux phases, une phase de familiarisation suivie d'une phase de test. Dans la phase de familiarisation, on présente à l'enfant des objets un par un. En l'occurrence ici, il s'agit de figurines, des petits objets qui ressemblent à des animaux, des figurines d'animaux. Et puis on présente le premier objet, le second objet, le troisième, le quatrième. Et après cette phase de familiarisation, on va présenter deux objets. Et vous remarquerez qu'un des deux objets appartient à la même classe que la classe de familiarisation. Et on va regarder si l'enfant marque une préférence comportementale pour l'un ou l'autre des deux objets. Par exemple, s'il va regarder davantage cet objet-là, qui correspond à la classe de familiarisation, ou cet objet-ci qui n'y correspond pas. Et quelle que soit la modalité de réponse, qu'il aille vers l'objet familier ou qu'il aille vers l'objet nouveau, ce type de biais va marquer un phénomène de catégorisation. S'il a une réponse différenciée vers l'objet familier ou vers l'objet nouveau, c'est probablement lié à cette phase de familiarisation qui inclut uniquement des objets catégoriels. Ici, ils appartiennent à la même classe. Dans ce type de protocole, Waxman utilise trois types de conditions expérimentales. Il y en a plus, mais j'en cite simplement trois. Dans la première condition expérimentale, on présente le premier objet et on attire l'attention de l'enfant vers cet objet. « Oh, look at this !» Regarde cet objet, et c'est tout. Et puis l'enfant va regarder cet objet, on lui présente le deuxième, « Oh, look at that one !» et etc. Donc on attire séquentiellement l'attention de l'enfant sur le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième objet, et on procède à la phase de test. Dans la deuxième condition expérimentale, on va introduire des mots dans le design. Et donc on va présenter un premier objet, et on va associer un mot unique à cet objet. Donc pour les besoins de l'expérience, on va inventer un nouveau mot, on va l'appeler par exemple un Thomas, et puis on dit « Oh, regarde ce Thomas !» Et puis l'enfant regarde le Thomas, puis après on lui présente un deuxième objet de la même classe, mais on ne va pas l'appeler Thomas, on va l'appeler Bliquette. Et on lui présente un troisième objet, un quatrième, etc. Et on regarde si l'enfant marque une catégorisation dans la phase de test. La troisième situation consiste encore à utiliser des mots, mais cette fois-ci, on va présenter un mot unique pour l'ensemble des exemplaires de la classe. Donc on va appeler cet objet-là un Thomas, mais également à cet objet-là un Thomas, et un Thomas, et un Thomas. Okay ? Et les résultats, vous les avez ici, ils sont résumés dans cette diapositive de Waxman. En fait, ce qu'elle remarque, c'est que l'enfant va marquer une préférence vers l'objet, en l'occurrence ici nouveau, uniquement dans la troisième condition. Donc lorsqu'on va présenter un mot unique à l'ensemble des éléments de la classe, ici des animaux. Alors quelle interprétation est donnée par le chercheur sur ce type de résultat? L'idée est toute simple. C'est que l'acquisition des mots va en fait inviter, selon ces termes, à la catégorisation. Donc en fait, le fait d'avoir un mot unique pour l'ensemble des exemplaires de la classe va tendre à attirer l'attention de l'enfant vers les propriétés communes des objets qui appartiennent à cette classe, et par contraste va en plus permettre à l'enfant non seulement de traiter les éléments de la classe, mais en plus de les différencier des éléments qui n'appartiennent pas à cette même classe d'objets. Alors je vais maintenant illustrer le lien entre raisonnement analogie et langage. Et pour ce faire, je vais présenter un travail qui a été réalisé par Deidre Gintner et Christie, qui a été publié il y a 2 ans ou 3 ans dans Cognitive Science. Alors là, cette fois-ci, on travaillait encore sur des enfants, mais les enfants sont un petit peu plus âgés, donc en l'occurrence, ils ont entre 2 et 4 ans.
Et on présente à l'enfant en réalité des images, 3 images, et chaque image représente une paire d'objets. Donc sur la paire supérieure, on voit qu'il y a 2 objets identiques ici. Cette paire, on l'appelle la paire standard. Et sur la paire, on met 2 paires inférieures, qu'on va appeler des paires de comparaison, qui représentent également 2 objets. Et on verra de manière importante qu'aucun des objets représentés dans la paire standard n'est ici affiché dans les paires de comparaison. Donc l'enfant ne peut pas baser ses réponses sur l'objet lui-même, sur l'identité même des éléments. Mais en fait, ce que va faire l'enfant ici, il va devoir traiter cette relation qui est ici et devoir choisir parmi les 2 paires celle qui représente la même relation qui est représentée sur la paire standard. Et pour ce faire, il va nécessairement devoir traiter la relation entre les éléments ici, donc ici juger d'une relation d'identité, également juger ici d'une relation d'identité et associer ces 2 relations entre elles. Okay, il s'agit bien donc d'une relation de second ordre, traiter des relations entre relations. Là encore, Deydrey-Gantner a utilisé 2 types de consignes. La première consigne va simplement consister à attirer l'attention de l'enfant vers le premier en disant « regarde celui-là » et puis après on va lui poser « Which of these 2 pictures is more like the first one ?» Laquelle de ces 2 images ressemble plus à la première? Et l'enfant va exprimer un jugement de similarité, de ressemblance ici. Et on va introduire, elle a également introduit une deuxième condition expérimentale où cette fois-ci on va introduire un mot. « This is a truffet », un nouveau mot que l'enfant ne connaissait pas au préalable. Et dès qu'il y a une relation d'identité, on va l'appeler un truffet. « This is a truffet ». Est-ce que tu peux me dire lequel de ces 2 est en fait un autre truffet? Et cette fois-ci, l'enfant se met à chercher le truffet. Donc en fait, il va chercher un objet qui est associé à un mot. Et on regarde quelle est la différence entre ces 2 conditions. Vous avez ici les résultats de Deydrey-Gantner. Les barres un petit peu grisées et claires représentent la condition sans label. Les barres grisées foncées représentent la condition avec label. Alors on peut voir que dans la condition sans label, l'enfant de 2 ans est incapable de résoudre la tâche, c'est-à-dire en fait incapable de donner un jugement relationnel. L'enfant de 3 ans est également incapable de donner un jugement relationnel, et ce n'est qu'à partir de 4 ans qu'il semble capable de donner ce type de jugement. Donc ça prend du temps, c'est quelque chose qui émerge progressivement au cours du développement, mais il va falloir 4 ans si on ne fournit pas un label dans la situation expérimentale. Qu'est-ce qui se passe si on fournit un label à l'enfant et on lui dit « This is a truffet », est-ce que tu peux chercher l'autre truffet? Vous allez voir qu'en réalité, dès 2 ans, l'enfant devient capable de résoudre la tâche. D'où encore exactement la même idée que tout à l'heure, c'est que l'acquisition de mots au cours du développement va favoriser quoi? La catégorisation et l'analogie. Et donc, l'acquisition des mots aide le raisonnement analogique. Donc, si le langage est tellement important pour le raisonnement analogique chez l'humain, qu'en est-il de l'animal? Est-ce que l'animal est capable de traiter des relations de premier ordre? Est-ce qu'il est capable de traiter des relations de second ordre? Est-ce qu'éventuellement il y a des différences phylogénétiques dans ses compétences? Enfin, voilà la question que je vais essayer de traiter. La catégorisation, le raisonnement analogique est un phénomène de catégorisation. Est-ce que l'animal est capable de catégorisation? Mais ça, on sait que oui. Et on sait que oui depuis maintenant plus d'une 50aine d'années. En 1964, des chercheurs américains, Ernstein et Loveland, ont publié le premier travail sur la catégorisation chez l'animal. Donc en l'occurrence ici, ils travaillaient sur des pigeons. Et à ces pigeons, on présentait les diapositives dans une boîte de Skinner, une petite boîte dans laquelle ils ont la possibilité d'obtenir des récompenses alimentaires. Et puis, les chercheurs ont utilisé 2 classes d'objets. Les classes d'objets, ce sont des photos, la première classe d'objets, des photos qui représentent des hommes. Donc ce sont des scènes quelconques, mais sur la scène, il y a un humain qui est représenté. Et si le pigeon voyait un humain, il devait en fait picorer cette image, et s'il le faisait correctement, il obtenait une récompense alimentaire. Et puis il y avait une classe alternative, qui était un ensemble de scènes également tout aussi différentes, mais sur lesquelles il n'y avait pas d'homme, et le pigeon ne devait pas picorer cette scène-là, ce type de scène-là, et s'il le faisait correctement, donc s'il ne picorait pas, il recevait une récompense alimentaire. Ernstein a montré que les pigeons étaient tout à fait capables d'apprendre ce type de catégorisation. Et non seulement ils étaient capables de le faire, mais même quand on leur mettait des objets nouveaux, ultérieurement, en fait, ils généralisaient leur stratégie. Donc, avec la première photo qu'ils n'avaient pas vue, ils se mettaient à la picorer s'il y avait un homme sur la photo ou à ne pas la picorer s'il n'y avait pas d'homme sur la photo. À l'issue des travaux de Ernstein et à la suite des travaux de Ernstein, il y a eu toute une série très importante de travaux, et je ne les ai pas cités tous, il y en a plein, qui ont globalement utilisé ce même type de tâche de catégorisation chez l'animal.
Et virtuellement, on a montré que l'animal est capable de catégoriser presque n'importe quoi. Presque n'importe quoi. Donc en utilisant des stimuli visuels, par exemple, on va faire discriminer des paysages d'arbres avec ou sans arbres, par exemple chez le pigeon. On va faire discriminer des photos d'aliments versus des photos de non-aliments. Enfin bref, on peut utiliser toute une série d'objets, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient artificiels, et il semble quand même assez clair que l'animal est quand même très doué, au sens large, pour résoudre ce type de problème et catégoriser les stimuli. Alors il semble faire sur des objets naturels, sur des objets artificiels, et on trouve ce type de performance chez un certain nombre d'animaux qui ont été testés, des pigeons, des singes, différentes espèces de primates, éventuellement des chiens, des otaries, enfin bon bref, il y a toute une variété d'animaux qui semblent capables de résoudre ce type de problème. Mais se pose naturellement la question de comment font ces animaux pour résoudre ce type de discrimination. Est-ce qu'ils le font sur une base conceptuelle ou est-ce qu'ils vont le faire sur une base perceptive? Alors on sait qu'ils sont capables de catégorisation perceptive, donc de donner un jugement sur une information de type couleur, forme, texture, ce genre d'information. Alors j'en veux pour preuve par simplement cet exemple-là, c'est un travail qui a été publié par Smith et collaborateurs en 2012. C'en est un parmi d'autres. Et ce que devaient faire ici les singes, ce sont des singes capucins, c'est en fait traiter des réseaux comme ça. En l'occurrence ici, ce sont donc des réseaux sinusoïdaux qui sont représentés à l'animal. Et puis ces réseaux, si vous regardez bien, il y a deux variables qui sont manipulées. L'orientation ici, donc l'orientation des barres est plus ou moins horizontale ou plus ou moins... Voilà, les barres sont plus ou moins obliques. Et puis la deuxième variable qui est utilisée ici, c'est la fréquence spatiale de ces stimuli et en fait la distance qui sépare les barres au sein d'un stimulus. Ce que montre en fait ce travail-là, c'est que l'animal est capable, par exemple, de négliger l'orientation et de catégoriser les stimuli en fonction de la fréquence spatiale des barres, donc en fait de mettre d'un côté ces stimuli-là et de l'autre côté ces stimuli-là. Et vous avez ici, par exemple, la courbe d'apprentissage des capucins dans ce type de situation, et vous voyez qu'à la fin, ils arrivent donc très clairement à catégoriser les stimuli sur une base perceptive, clairement perceptive ici. On va rentrer progressivement dans le domaine des relations, et une façon d'y rentrer, c'est d'aborder la question des relations spatiales. Est-ce que l'animal est capable de traiter des relations dans le domaine spatial? Là encore, on sait que c'est possible. Et par exemple, il existe des travaux, et j'y ai contribué, dans le domaine des relations spatiales de type topologique. Il y a quelques années, ça remonte à une quinzaine d'années, ça fait longtemps, on a par exemple, avec mon collaborateur Jacques Vauclair, testé si les babouins étaient capables, par exemple, de faire la différence entre ce type de stimuli-là et ce type de stimuli-là, et ce qui les différencie, c'est que le point est soit au-dessus de la ligne, ou soit le point est en dessous de la ligne. Et donc, dans une tâche de discrimination catégorielle, les babouins en fait, apprenaient à faire ce type de discrimination, ils sont capables de le faire. Et au-delà de ça, ils sont capables de le faire ultérieurement lorsqu'on va par exemple jouer sur la distance entre les éléments, et donc en fait, leurs règles de catégorisation résistent à la manipulation des stimuli. De la même façon, on a pu montrer par exemple qu'un babouin est capable de nous dire que le 3 est au-dessus du B, ou que le 3 est en dessous du B. Et puis, lorsqu'il a appris ce type de tâche, il va pouvoir nous dire également que le 3 est en dessous ou au-dessus du B, quelle que soit, par exemple, la typographie qu'on va introduire dans le design expérimental. Alors, un autre type de relation qui a beaucoup intéressé les psychologues, c'est les relations d'identité de différence. Alors pourquoi? C'est évident, parce que le concept d'identité de différence est vraiment fondamental pour le système cognitif, notamment pour notre système cognitif. Imaginez un système cognitif qui n'a pas le mot identique ou différent, ou qui n'a pas le concept d'identité ou de différence. Un système cognitif qui n'a pas ce concept-là, c'est par exemple un système cognitif qui est très limité parce qu'il ne peut pas, par exemple, catégoriser les éléments. On ne peut pas les regrouper ensemble en fonction de propriétés communes parce qu'il n'y a pas la notion d'identité. Donc on a pas mal travaillé sur, les collègues ont pas mal travaillé sur le concept d'identité et de différence. Et voici par exemple un travail qui illustre ce type de recherche. C'est un travail qui a été réalisé par Tony Wright aux États-Unis, un chercheur collègue qui travaille dans une université au Texas. Et puis ce chercheur travaille en réalité avec 3 espèces d'animaux, les pigeons, le singe capucin et le singe rhésus. Et voici la tâche. La tâche consiste à présenter dans un premier temps un stimulus sur un écran, et le singe ou le pigeon ne fait rien, ne doit simplement regarder ce stimulus. Ensuite, on présente un deuxième stimulus, et ce deuxième stimulus est soit identique au premier, ou éventuellement différent
du premier. S'il est identique au premier, en fait, l'animal va devoir toucher le second stimulus de la séquence. Il obtient une récompense alimentaire. Et s'il est différent du premier, il va devoir toucher en fait un carré gris qui se trouve à la droite de l'affichage. Voilà. Et en touchant ce carré gris, en fait, il marque sa compréhension quelque part du concept de différence. Alors, on a pu, donc, ce que montre ce collègue, c'est que le pigeon va par exemple très bien être capable de résoudre ce type de tâche. Alors, il le fait très bien, mais en fait, il lui faut beaucoup plus d'images pour apprendre ce type de catégorisation que par exemple le singe capucin ou le singe Rhésus. Mais néanmoins, après beaucoup d'images, il va être capable d'apprendre ce type de discrimination. Et à la fin, après une fois qu'il a atteint un certain pourcentage correct, on va pouvoir leur présenter des formes nouvelles, et c'est ce qui est représenté ici sur les barres les plus claires. On va pouvoir leur présenter des images nouvelles qu'ils n'ont jamais vues au préalable, et de nouveau, ils sont capables de généraliser à ces images qui n'ont jamais été vues au préalable. D'où l'idée qu'ils sont capables, a priori, d'accéder au concept d'identité et de différence. Plus difficile est la question des relations entre relations. Est-ce que l'on peut montrer que l'animal est capable de traiter cette fois-ci non pas des relations de premier ordre, mais d'associer ces relations entre elles dans des situations de type analogique? Le premier travail, à ma connaissance, qui a été publié dans ce domaine est un travail qui a été publié en 1980 par un chercheur et ses associés qui s'appelle David Premack. Et ce travail, en fait, a été réalisé sur un chimpanzé unique, un chimpanzé. Alors, pour visualiser la situation expérimentale, il faut imaginer le chimpanzé dans sa salle. Il est assis au milieu d'une salle expérimentale, un petit box expérimental. Et on va présenter à ce chimpanzé un plateau qui comporte les objets là, qui sont représentés dans ce cadre-là. Et si on regarde ce plateau comporte sur la partie gauche deux éléments, une première paire d'objets, et il y a un certain nombre de relations qui unissent ces objets-là, les objets au sein de cette paire. Par exemple, cette figure-là, ce sont des formes plastiques. Cette forme plastique est en fait ici plus grande que celle-ci, donc il y a une différence de taille, mais néanmoins, elles ont ici la même forme et ils ont les mêmes structures, les mêmes textures. Et sur la partie droite du plateau, il y avait en fait un objet unique qui était le premier élément de la seconde paire. Et l'animal avait la possibilité de choisir parmi deux objets qui lui étaient offerts, celui qui normalement devait compléter la seconde paire pour que les relations entretenues dans la seconde paire soient conformes aux relations qui existent au sein de la première paire. Donc ce que devait faire ce chimpanzé, c'est prendre cet objet-là, le placer sur le plateau. En réalité, une fois qu'il avait donné sa réponse, il appuyait sur une cloche, il appelait l'expérimentateur, recevait sa récompense, il le faisait de manière correcte. Premack a montré que ce chimpanzé était capable de résoudre ce type de tâches dans cette condition, mais également dans d'autres conditions, par exemple en utilisant des objets réels de la vie réelle. Ceci dit, ce n'était pas un chimpanzé comme les autres. Le chimpanzé avec lequel travaillait David Premack, c'était en réalité un chimpanzé dit language train, un chimpanzé qui a reçu un entraînement au langage. Et ce chimpanzé, en fait, s'appelle Sarah, c'est le chimpanzé fameux de David Premack, et ce chimpanzé avait appris un langage, dans le sens où il avait en fait appris la signification de formes plastiques et qu'il était capable de manipuler ces formes plastiques pour communiquer avec l'expérimentateur. Donc en l'occurrence, ces formes plastiques étaient positionnées ici sur un tableau magnétique et l'animal allait placer ces formes sur le tableau magnétique pour quelque part manipuler de l'information. Et puis si on regarde en fait, cet animal ici avait des symboles, par exemple pour le mot chocolat. Donc il y avait une forme qui désignait le mot chocolat. Il avait des symboles qui désignaient des actions, par exemple l'action donne. Il y avait des symboles qui désignaient des propriétés d'objets, rouge, jaune, ce genre de choses. À peu près 130 symboles au total que cet animal avait appris. Et donc, naturellement, puisque cet animal avait reçu cet entraînement au langage, la conclusion de David Premack a été que finalement, c'est cet entraînement au langage qui a permis à l'animal de développer un système de représentation symbolique qui va lui permettre de résoudre ces tâches d'appariement relationnelles, des tâches d'appariement qui font appel à un raisonnement analogique. Alors, c'est peut-être vrai. Ceci dit, quelques années plus tard, un des collaborateurs amis et avec lequel on a travaillé, je présenterai les travaux qu'on a fait juste après, en fait s'est posé la question suivante. Certes, Sarah a reçu un entraînement très compliqué, mais quelles sont les conditions indispensables et suffisantes pour que cet animal résolve cette tâche, résolve les tâches d'appariement relationnel? Et en réalité, en regardant l'entraînement de Sarah, on va se rendre compte que Sarah en fait avait au moins deux symboles pour qualifier deux relations qui sont particulièrement importantes.
Elle avait un symbole pour la relation same et un symbole pour la relation différent. Est-ce qu'il ne suffit pas de donner à un chimpanzé ces deux symboles-là, en dehors de toute autre forme d'entraînement au langage, pour que cet animal devienne capable de résoudre ces problèmes d'appariement qui font appel à du raisonnement analogique? Alors cette hypothèse a été testée. Elle a été testée par Roger Thomson, David Howden et Sally Boyson, en utilisant cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5 chimpanzés. Le premier chimpanzé qui a été utilisé, c'était en réalité le fameux Sarah, donc, qui avait déjà été testé 15 ans avant. C'est un papier de 1997. Le papier précédent, c'est de 1980. Donc ce premier chimpanzé était le chimpanzé qui était complètement language trained, dans le sens de Premack. Les 3 autres chimpanzés suivants étaient des chimpanzés qui étaient naïfs au départ de l'expérience en regard de l'entraînement au langage. Et donc à ces 3 chimpanzés, on leur a appris simplement la signification de 2 symboles. Et donc la situation se déroulait de la façon suivante. Si je vois 2 objets identiques, j'apprends à les associer à un symbole en forme de cœur. Et si je vois 2 objets différents, je vais apprendre à les associer à un symbole en forme de diagonale. Et donc finalement, le vocabulaire de ces animaux était limité à 2 mots, le mot identique et le mot différent. Puis il y avait un troisième animal qui n'a été ni token trained, ça c'est la labellisation de Roger Thomson, ni language trained. En fait, c'était un animal qui était naïf, qui n'avait pas reçu ce type d'entraînement qu'ont reçu les 4 chimpanzés précédents. Une fois que l'entraînement a été réalisé sur les 3 token trained chimpanzees, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé 2 types de tâches. Une tâche d'appariement perceptif, donc je vois un objet, je vais essayer de retrouver cet objet parmi 2, ou une tâche d'appariement conceptuel, où cette fois-ci je vois une paire d'objets, et je vais essayer de choisir parmi 2 autres paires celle qui présente la même relation que la paire initiale. Donc ici, je vais choisir celui-ci, parce qu'il a la même relation d'identité que cette paire-ci. Et vous avez ici les résultats qui ont été publiés donc, dans ce travail de 1997. Regardez, vous avez Sarah ici, l'animal language trained, ici. Et vous avez ici la performance de Sarah, en noir, dans la tâche de conceptual matching, l'appariement conceptuel. Vous avez ici Darrell, Sheba et Kermit, qui sont les 3 animaux qui ont simplement un vocabulaire à 2 mots. Et on voit bien très clairement que ces animaux, en fait, ont exactement les mêmes performances. Donc il suffirait peut-être d'avoir simplement, en fait, la capacité de labelliser des relations pour être capable, cette fois-ci, de résoudre des problèmes qui font appel à un traitement non seulement des relations, mais des relations entre relations. L'explication qui est donnée par Roger Thomson, c'est finalement l'idée que le fait d'avoir des symboles, et notamment des symboles pour exprimer des relations, va simplement, d'une certaine façon, simplifier la tâche. Ça va permettre à l'animal de réencoder des objets qui sont finalement assez complexes à encoder, parce que du point de vue perceptif, encoder ce type de structure est relativement complexe. Mais l'animal qui a en fait ces symboles pour labelliser ces relations d'identité et de différence va pouvoir, selon Thomson, simplement convertir cette paire avec son symbole, convertir cette paire avec son symbole, convertir la paire de la relation de différence et l'associer à son propre symbole. Et du coup, la tâche devient simple. Ça devient non plus une tâche d'appariement complexe où je dois appareiller des objets qui appartiennent à des paires, mais je dois simplement cette fois-ci appareiller des symboles. Et ça devient une tâche relativement simple, puisque en fait, on va simplement encoder les symboles, associer les symboles entre eux et non plus des relations entre elles. Un autre élément des travaux de Roger Thomson, c'est qu'il me l'a suggéré qu'il existe d'importantes différences phylogénétiques dans cette capacité, finalement, à traiter des relations entre relations. Et il a réalisé à peu près il a travaillé pratiquement 30 ans dans ce type de domaine, et puis il conclut que les animaux qui ne sont pas des singes anthropoïdes semblent incapables de résoudre des problèmes qui font appel à un raisonnement analogique. Voici par exemple le dernier papier qui a été publié en 2015 par Thomson et collaborateurs. Ici, on ne parle pas de relations d'identité ou de différence, mais l'animal doit appareiller des relations dessus-dessous. Donc si le point est au-dessus, je vais devoir l'appareiller avec la forme qui représente également la relation dessus, inversement pour la relation de dessous. Puis vous voyez ici les performances de Capucin dans ce type de situation, idem pour le macaque que je n'ai pas représenté. L'animal, ici, qui n'est pas un singe anthropoïde, semble apparemment incapable de résoudre ce type de tâche. Des collègues ont même essayé d'entraîner les animaux, par exemple des macaques rhésus qui ne sont pas non plus des singes anthropoïdes,
à labelliser des relations pour essayer de voir si la labellisation des relations chez ces animaux-là permettait d'appareiller des relations entre elles. Et donc, par exemple, on va présenter une paire d'objets, de deux objets identiques, et le rhésus doit apprendre à associer une forme d'une couleur particulière à la relation d'identité. D'une certaine façon, dans ce contexte-là, l'animal labellise la relation d'identité, puisqu'il associe cette couleur-là à la relation d'identité et l'autre couleur à la relation de différence. Et donc, certes, ils vont être capables d'apprendre ce type d'appariement, mais à l'issue de ce type d'apprentissage, même après plus de 10 000 essais d'entraînement, il semblerait que le singe macaque soit incapable d'associer des relations entre elles. D'où l'idée qui a été développée par Roger Thomson, l'idée selon laquelle il existerait bien deux types de primates, ou deux types d'animaux peut-être, si on est ensemble. Il existerait les singes qu'il appelle paléologiques. Ils sont paléologiques dans le sens où ils auraient une certaine logique primitive qui les amènerait à traiter simplement des relations de premier ordre. Et ces animaux-là, en fait, se dissocieraient des animaux analogiques, donc les grands singes, éventuellement les humains, et évidemment les humains, qui seraient capables de traiter à la fois des relations de premier ordre et des relations de second ordre. Donc je vais maintenant présenter mes contributions expérimentales à ce type de recherche. Et la question qui était posée, c'était, dans ce type de recherche, c'est est-ce que des babouins, puisque je travaille avec des babouins, et les babouins ne sont pas des singes anthropoïdes. Ce sont des singes qui sont paléologiques dans les termes de Roger Thomson. Est-ce que ce type d'animaux est capable de résoudre des tâches d'appariement relationnel alors qu'ils ne sont pas entraînés à la labellisation? Alors voici les animaux avec lesquels on travaille. Ce sont donc des babouins de Guinée. Et vous avez en fait ici ces babouins, comme je l'ai dit. Voici la phylogénèse des primates. Et ces babouins ne sont pas des singes anthropoïdes. En fait, il y a 30 millions d'années qui séparent la lignée qui mène à l'homme et aux autres primates de la lignée qui mène aux singes de l'Ancien Monde et qui inclut, cette lignée-là inclut les babouins et d'autres espèces animales comme les macaques par exemple. Vous avez ici une vision extérieure de mon laboratoire. Alors, Stanislas en a mis deux mots tout à l'heure. En fait, si vous venez dans mon laboratoire, vous avez le sentiment d'être dans un zoo, d'une certaine façon. Ici, vous avez un groupe d'animaux qui sont installés dans un enclos de 700 mètres carrés. Et ces animaux vivent en groupe. Il y a une trentaine de babouins dans cet enclos. Et ces animaux vivent en groupe et ont la possibilité de faire exactement ce qu'ils veulent au sein de cet enclos. Donc ils peuvent avoir des interactions sociales, ils peuvent manipuler des objets, ils peuvent faire plein de trucs. Mais surtout, une des choses qui est possible, c'est que ces animaux vont pouvoir, en fait, tout à fait librement. Alors ici, vous avez Mila. Mila, c'est un babouin qui a 32 ans. C'est un babouin très âgé, en fait. Et donc ces animaux vont pouvoir tout à fait librement, et celui-ci, comme il est très âgé, va très doucement, aller au sein de bungalows qui sont adjacents à l'enclos. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver au sein de ces bungalows? Eh bien, ils vont trouver des stations de conditionnement opérants. Donc en réalité, ce sont des box expérimentaux qui sont ouverts. Donc l'animal va pouvoir rentrer ici par l'arrière, va pouvoir s'installer à l'intérieur de la cage, qui reste ouvert pendant le moment de l'expérimentation. Et l'animal va trouver devant lui, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver un écran tactile ici, sur lequel on va présenter des stimuli. Et puis il va pouvoir aussi interagir avec cet écran tactile en touchant les bons stimuli pour pour donner sa réponse dans la tâche. Et puis, naturellement, il va y avoir un distributeur de récompense alimentaire, puisque si l'animal répond correctement, il obtient une récompense alimentaire. Et puis l'animal, en fait, est également équipé d'une puce RFID, ce qui fait que lorsque cet animal va arriver dans cette cage particulière, il va être identifié par le réseau de machines, par le réseau informatique, et donc on va pouvoir présenter la tâche qu'on souhaite à cet animal-là en fonction de son identité. Voilà. Et c'est vraiment une procédure tout à fait intéressante parce qu'on peut vraiment, cette fois-ci, travailler avec des animaux en absence de capture. Donc voici ce qui se passe en fait dans le genre de situation qu'on va trouver régulièrement. Donc vous avez ici un babouin qui va rentrer ici, l'autre éventuellement va sortir. Et puis, lorsqu'il est là, il va s'asseoir, va interagir avec l'écran tactile qui se trouve ici, sur l'avant de la scène. Et puis, s'il répond correctement, il va obtenir des récompenses alimentaires à l'intérieur de la cage, ici. Et puis, en réalité,
Si vous venez dans le laboratoire, on n'utilise pas simplement un seul dispositif, mais une série de dispositifs, et donc les animaux réellement vont travailler côte à côte, comme ça, au sein du laboratoire, et là encore tout à fait librement. Et ce qui est très intéressant pour nous d'ailleurs, parce qu'on peut, en utilisant ce type de dispositif, travailler non seulement sur le type de questions que je présente aujourd'hui, mais également, par exemple, sur la question de l'organisation sociale des comportements. Alors j'en viens maintenant à la situation qu'on a proposée, et donc je reviens à la question du raisonnement par analogie chez ces animaux-là. À ces animaux-là, on a proposé ce type de tâche, donc c'est la tâche d'appariement relationnel que j'ai déjà présentée tout à l'heure. Si je vois deux objets identiques, alors je choisis deux objets identiques. Si je vois deux objets différents, je choisis deux objets différents. Et voici comment ça se matérialise dans l'expérimentation. On va présenter deux objets identiques au centre de l'écran. L'animal va devoir les toucher. Une fois qu'il a touché ces objets, cette première paire va disparaître. On présente deux autres paires. L'animal doit toucher la paire qui représente la même relation que la paire initiale. S'il le fait correctement, il obtient une récompense alimentaire. Et s'il répond incorrectement dans la tâche, il va en fait être puni d'une certaine façon, mais c'est une punition très douce. On va introduire un délai entre cet essai-là et l'essai précédent. Et l'essai suivant, pardon. Et donc, simplement, on lui dit « tu attends quelques secondes parce que tu as fait une erreur ». Et puis, naturellement, dans ce type de protocole, on va utiliser la relation d'identité de différent. Donc, voilà un essai différent, que je touche, et je vais reconnaître la relation de différence qui a été exprimée juste avant. Voilà la procédure telle qu'on l'a faite dérouler. On organise l'expérimentation en sessions, des sessions de 100 blocs, de 100 essais au sein d'un bloc. Donc, c'est des blocs de 100 essais. Mais en fait, les blocs se présentent séquentiellement, et donc, en fait, l'animal n'a pas conscience de ces sessions. Mais au sein d'une session, on va présenter autant d'essais identiques, autant d'essais différents, et puis on va les mélanger de manière aléatoire. Et puis on va présenter l'expérience pendant 4 semaines au sein du laboratoire. Donc on donne la tâche au groupe d'animaux. Et comme on a beaucoup d'animaux, on va avoir des mesures sur 29 babouins au total dans cette tâche-là. C'est un nombre considérable par rapport aux travaux qui ont été réalisés au préalable dans ce type de contexte. Et puis regardez le nombre d'essais qu'on arrive à collecter au bout d'un mois. On a quelque chose comme 650 000 essais collectés pendant un mois sur ce type de problème. Alors vous avez ici un tableau qui résume un peu les résultats qui ont été obtenus à l'issue de l'entraînement. Vous avez sur la partie gauche ici le nom des sujets. Vous avez l'âge des sujets. Vous voyez qu'on a voilà, le Mila de tout à l'heure, l'animal que vous avez vu, qui a 32 ans. Vous avez des sujets jeunes, des sujets plus âgés. Vous avez le nombre de sessions d'entraînement que ces animaux ont réalisées dans l'expérience. Et vous pouvez voir ici que c'est assez variable d'un sujet à l'autre. Par exemple, celui-ci, sur un mois, fait 3200 essais dans la tâche. En réalité, il a probablement arrêté au bout d'un certain moment. Il ne trouvait pas la solution au problème, donc pof, il laisse tomber. Mais certains sujets ne laissent pas tomber. Alors celui-ci va me faire 40 000 essais au cours d'un mois. D'accord ? Et ce que vous avez sur la partie droite, c'est le pourcentage de réussite obtenu à la fin de l'entraînement et en moyenne sur les 300 derniers essais. Et vous voyez qu'un certain nombre de babouins, finalement, se montrent capables de résoudre cette tâche, apparemment avec un niveau élevé de performance. Donc on a maintenant établi le comportement, on a montré que l'animal semble capable de résoudre ce type de tâche. La question, c'est de savoir comment il fait. Est-ce qu'il le fait sur une base relationnelle ou éventuellement il le fait en utilisant d'autres informations, par exemple des informations de plus bas niveau, de type perceptif? Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre l'animal dans la tâche. Donc, vous avez ici une relation d'identité. Différence. Voilà, le type de comportement qu'on arrive à obtenir après quelques dizaines de milliers d'essais d'entraînement. Et vous avez ici les courbes d'apprentissage des animaux, des 6 sujets qui ont réussi à résoudre la tâche. Alors on voit ici que certains sont arrivés après 17 000 essais d'entraînement à peu près, d'autres ont nécessité 34 000 essais d'entraînement. À la fin de ce nombre d'essais, ils arrivent à un score qui est de l'ordre de 80% correct. Et ce que l'on voit aussi, qui est quand même particulièrement intéressant, c'est qu'on n'a pas ici en fait de compréhension soudaine du phénomène. C'est-à-dire ce qu'on voit ici, c'est clairement un mécanisme, une augmentation progressive des performances qui signe un apprentissage qui est probablement de type associatif, par essai-erreur. Donc, quelle est leur stratégie et quel type d'information est utilisé réellement dans la tâche, une fois qu'on a établi le comportement? La première façon de vérifier la stratégie que les animaux utilisent consiste naturellement à utiliser des formes nouvelles qu'ils n'ont jamais vues au préalable
dans l'expérience. On les avait entraînés avec un jeu de 50 stimuli de mémoire au départ. Qu'est-ce qui se passe si on leur met des stimuli nouveaux? On leur en met 90 et on regarde comment ils se comportent à la première présentation de ces stimuli nouveaux. Vous avez ici la réponse. Tous les sujets, sauf un, ici c'est l'animal le plus âgé, tous les sujets sauf un semblent capables de répondre correctement dans cette tâche, ce qui laisse entendre que cette fois-ci encore, ils généralisent, et donc si on leur met des stimuli nouveaux, ils répondent correctement. Une autre façon de tester réellement leur stratégie consiste à utiliser des essais qu'on appelle cross-mapped. Alors je ne sais pas la traduction de ce type d'essai, peut-être on peut les appeler des essais conflictuels. Et voici le principe d'un essai cross-mapped. Ici, vous avez par exemple une relation de différence. Et donc, naturellement, je vais devoir aller choisir cet objet-là qui représente également une relation de différence. Et pour autant, vous voyez qu'ici, il y a un objet qui est partagé avec la paire qu'il ne faut pas choisir. Et donc, on introduit dans ce type d'expérience un distracteur. Et si l'animal est fortement attiré par la forme, il va naturellement essayer d'apparier les formes entre elles. Et si l'animal est fortement attiré par la relation, il va en fait apparier les relations entre elles, indépendamment de l'effet du distracteur. Donc, soit une réponse par forme, soit une réponse par relation. Vous avez ici le pourcentage de réponses par relation des animaux dans les situations de cross-mapping ici. Et vous voyez qu'à peu près, ils continuent à répondre en fait, de manière relationnelle, et donc ils font un choix qui semble assez peu affecté par la présence d'un distracteur de forme. Alors, lorsqu'on a présenté ces travaux dans le cadre de conférences, les collègues nous ont dit « oui, bon, très bien, a priori, ça semble relationnel, mais il reste une hypothèse qui n'a pas été testée, et c'est l'hypothèse d'un traitement par entropie. » Alors, en fait, je vais présenter cette hypothèse-là par des travaux qu'on a réalisés non pas il y a quelques années, mais en réalité il y a 15 ans, en collaboration avec un collègue qui s'appelle Edward Wasserman, qui travaille sur le pigeon. Donc, on a fait des travaux collaboratifs chez le pigeon et chez le singe. Et à cette époque, on utilisait, en fait, on ne s'intéressait pas à la capacité des animaux à associer des relations entre elles, mais simplement à discriminer les relations d'identité et de différence. Et à l'époque, dans le contexte expérimental, on utilisait ce type de tableau ici. Ce sont des tableaux qui comportent un certain nombre d'éléments, et ces éléments peuvent être soit tous identiques, soit tous différents. Et donc, durant ces expériences, là, donc ça a été publié en 2001, on a par exemple appris à l'animal à choisir un carré de couleur blanche si les 16 icônes étaient tous identiques et un carré de couleur rouge si les icônes étaient tous différents les uns des autres. Donc voilà ce qu'on a établi dans la phase d'entraînement. Et à l'issue de la phase d'entraînement, on s'était livré un certain nombre de tests pour vérifier comment l'animal résolvait la tâche. Et un de ces tests consistait à réduire le nombre d'icônes qu'on affichait à l'écran. Donc sur la partie gauche, vous avez la relation d'identité, ici vous avez la relation de différence. Cette relation d'identité est marquée par un nombre d'éléments qui se réduit progressivement ici, et la relation de différence est elle-même marquée par un nombre d'éléments qui se réduit progressivement ici. Les animaux ont appris à associer ça à un carré de couleur blanc et ça à un carré de couleur rouge. Qu'est-ce qui se passe si on augmente le nombre d'icônes? Si on augmente le nombre d'icônes, ils continuent à répondre correctement, ici. Si on réduit le nombre d'icônes, on voit que leur performance va baisser, de telle façon qu'ici, ils sont absolument incapables de juger a priori la relation. De même ici, de même ici. Et là, ça devient bien, ça devient bien. Alors on pourrait penser a priori que c'est le nombre qui compte ici, dans ce type de problème, mais ce n'est pas le nombre, parce qu'on a ce même type d'effet ici lorsque, par exemple, on joue sur la mixture, la façon qu'on a de mélanger les éléments au sein d'un tableau. Par exemple, ici, vous avez la relation d'identité, tous identiques, ici, tous différents. Et on a utilisé des stimuli dans lesquels on augmentait progressivement le nombre d'éléments différents au sein des structures identiques. Donc ici, par exemple, il y a deux icônes différents parmi 14 identiques, 4 différents parmi 12 identiques, etc. Et on augmente progressivement, finalement, la façon qu'on a de mélanger les éléments. Et on voit qu'ici, de nouveau, l'animal n'a pas forcément une réponse catégorielle. S'il avait une réponse catégorielle, ici, il devrait nous dire identique, et ça correspond à ce type de réponse, mais déjà là, il devrait nous dire différent, et donc on devrait en fait une réponse différente qui est ici et qui reste stable à ce niveau-là. Ce n'est pas ce que fait ici. L'animal, dans ce type de contexte, est clairement influencé par la façon qu'on a de représenter les configurations d'éléments sur le tableau d'icônes. Alors, comment expliquer ce résultat? L'explication, c'est un de nos collaborateurs qui s'appelle Michael Young, qui a trouvé l'explication. L'explication, c'est que l'animal traiterait en fait
l'entropie dans les termes de Shannon. Alors l'entropie, c'est un concept qui dérive de la théorie de l'information. Et l'idée est toute simple, l'animal traiterait finalement la richesse de la configuration d'icônes en information. Et donc, lorsque les icônes sont tous répétés, le stimulus est profondément pauvre en information, puisque c'est le stimulus, c'est toujours le même qui est répété un certain nombre de fois. Et lorsque les stimulus sont tous différents des autres, l'entropie est élevée parce que c'est un stimulus riche en information. Et de fait, si on associe le pourcentage de réponses différents ou identiques de l'animal en fonction de l'entropie, on voit qu'il y a une relation très claire ici. L'animal, ici, dans ce type de situation, traitait l'entropie. Et donc, puisqu'il traitait l'entropie du stimulus dans ce type de contexte, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas ici, d'une certaine façon? Peut-être qu'il nous dit ici une entropie de 1 est associée à une entropie de 1, et donc un stimulus riche en information est associé à un stimulus riche en information. C'est très difficile de dissocier les deux hypothèses, et en fait on ne peut pas le faire, en tout cas on n'a pas trouvé la façon de le faire, lorsqu'on utilise ce type de configuration-là. Mais on peut le faire si on change un petit peu les configurations de la tâche, et notamment si on augmente le nombre d'éléments qui représentent la relation. Si au lieu de présenter des paires ici, on présente des quadruplés ici. On présente 4 éléments. Ces 4 éléments sont tous identiques et je dois les associer à 4 éléments identiques. C'est la même tâche que tout à l'heure. Il y a simplement un petit peu plus d'éléments que tout à l'heure. Mais l'intérêt d'avoir un petit peu plus d'éléments, c'est qu'on va pouvoir en fait jouer sur les configurations de stimuli. Les stimuli peuvent être tous identiques, comme tout à l'heure. Je peux avoir un stimulus différent parmi 3 identiques. Je peux avoir 2 stimulus d'un certain type et 2 autres stimulus d'un autre type. Bref, on peut jouer sur la mixture. Et en faisant ça, on peut avoir 2 hypothèses. Peut-être que mon animal ici traite réellement la relation, et s'il traite la relation, il devait en fait se comporter différemment ici, comparativement à la totalité de ces stimuli-là, parce que là, c'est clairement une relation d'identité, alors que là, il s'agit d'une relation de différence. Et peut-être que l'animal en fait traite l'entropie du stimulus, et donc dans ce cas-là, on devrait avoir un autre profil de résultat qui ne correspond pas à une frontière catégorielle ici. D'accord ? On a donc, par exemple, des cas particuliers qui sont intéressants, comme ce cas-là. Ici, on présente 4 éléments avec une entropie de 1, et on va dire à l'animal, tu associes ces 4 éléments avec quoi? Avec celui-ci ou avec celui-ci? Si l'animal a un jugement de relation, il va naturellement associer par rapport à ici, puisque c'est une relation de différence au même titre qu'on a ici une relation de différence. Mais si l'animal se fonde sur un jugement de l'entropie, ici on a une entropie de 1 qui est à l'intermédiaire entre 0 et 2, donc l'animal ne devrait pas être capable de résoudre la tâche. On a testé des sujets humains dans la tâche, on a testé des babouins dans la tâche, les babouins de tout à l'heure. Et en fait, on en a un petit peu plus ici, on en a, je crois, de mémoire 10, ici, 10 sujets humains, 10 babouins dans la tâche. Et on voit qu'ici, on a une réponse catégorielle. On a une réponse qui apparemment semble se baser sur un jugement relationnel. Lorsque les stimuli sont tous identiques, l'animal nous dit identique, et à la moindre différence, l'animal nous dit différent. Et cette différence ici est au-delà de la chance, donc on peut dire quand même qu'il semble donner des jugements relationnels. Mais je te vois opiner du chef. En fait, effectivement, il y a aussi un autre effet, naturellement. C'est cet effet-là. Naturellement, il y a un effet qui vient s'ajouter ici, c'est que l'animal traite aussi les informations perceptives. Donc clairement, ici, l'animal semble traiter prioritairement les informations relationnelles, mais néanmoins, on voit ici un effet qui suggère qu'il y a quand même un effet de l'organisation perceptive. Et cet effet-là, on peut par exemple le regarder si on considère un certain type de display comme ceci. Qu'est-ce qui se passe par exemple avec ce type d'affichage si au lieu de mettre cet élément à gauche, on va le mettre au centre? Qu'est-ce qui se passe? Si on le met au centre, on va briser la chaîne d'éléments identiques. Et en réalité, lorsqu'on le met au centre, l'animal va avoir tendance à nous dire, à donner moins de réponses identiques que si on le positionne l'élément différent aux extrémités, soit ici ou soit ici. De la même façon, qu'est-ce qui se passe si on change ce type d'organisation? Donc au lieu de les présenter des structures AA, BB, on présente des structures AB, AB. De nouveau, l'organisation perceptive des stimuli va avoir un effet sur le jugement. L'animal va continuer à nous dire différent, mais il va nous dire un petit peu moins différent dans les structures AA, BB que dans les structures AB, AB. Donc si je résume le type de résultat qu'on trouve ici, donc apparemment l'animal a clairement un traitement prioritaire des informations relationnelles et un traitement secondaire des informations perceptives. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu long. Il reste combien de temps en fait? 10 minutes. Bon.
Donc voilà, on arrive quand même à la conclusion qu'il y aurait potentiellement là une vraie compétence à associer des relations entre elles, et des relations, donc à faire des traitements de relations de second ordre. Alors de nouveau, quand on présente ce type de résultat, on va nous dire, bon, certes, l'animal est peut-être relationnel, mais néanmoins, on n'est pas tout à fait au même niveau de complexité des tâches d'analogie qu'on va présenter chez l'homme. C'est vrai. Et il y a un certain nombre de différences, mais une des différences, c'est par exemple une différence simplement en termes de complexité. Considérez par exemple cette tâche-là. Je vois une paire identique et je dois retrouver une paire identique. Très clairement, lorsque je vois la première paire, j'ai toutes les données du problème. Je sais que je dois chercher une relation d'identité. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans ce type d'analogie. La structure de l'atome ressemble à quoi? J'en sais rien. Et c'est en fait lorsqu'on nous présente le domaine source que, en fait, on va comprendre l'analogie. C'est-à-dire que la compréhension de l'analogie va impliquer vraiment une prise en compte et une comparaison des deux domaines, ce qui n'est pas forcément nécessaire ici, parce que là, je sais que je cherche une relation d'identité. Alors, comment essayer de faire pour complexifier ce type de tâche? Une façon de complexifier ce type de tâche va être de présenter cette fois-ci des tâches d'appariement relationnel bidimensionnelles. Ça devient plus compliqué. Alors, c'est bidimensionnel dans le sens où on va manipuler deux informations, de manière convergente ou pas, soit des informations de couleur, soit des informations de forme. Donc on va pouvoir présenter, on aura 4 cas possibles, on va pouvoir présenter en fait des configurations consistantes où les deux objets représentent la relation d'identité à la fois au niveau de la couleur ici et au niveau de la forme, ou la relation de différence à la fois au niveau de la couleur ou au niveau de la forme. Et on va pouvoir aussi créer des paires de ce type-là, où il va y avoir une information, une paire qui va indiquer une dimension qui va indiquer une relation d'identité, alors que l'autre dimension va indiquer une relation de différence. Et donc, on va proposer ce type de protocole à l'animal qui est celui-ci. Je te présente une paire ici, et on voit ici que les deux formes sont identiques et les deux couleurs sont différentes. Je ne sais pas ce que je dois en faire ici. Je ne sais pas si je dois dire identique ou différent. Et on va avoir deux types d'essais qui vont être proposés dans l'expérimentation. Les premiers essais sont les essais couleurs. Parce que, en fait, les formes qu'il faut choisir sont toutes identiques en forme. Et donc, la seule dimension pertinente ici pour résoudre la tâche est la couleur. Ici, dans ce contexte-là, l'animal doit se dire « Oh, c'est la couleur qu'il faut considérer. » Et donc, je vais appareiller cette forme avec celle-ci, parce que là, il y a une couleur différente, et là, j'ai une couleur différente. Et on va proposer des essais formes, cette fois-ci, où éventuellement la même paire va être présentée avec des éléments de ce type-là. Là, la couleur n'est pas pertinente parce qu'elle ne discrimine pas ces deux paires-là. Et donc l'animal va nécessairement devoir baser sur des relations de forme et il va se dire « Oh, cette fois-ci, c'est la forme qui est différente. Et puisque la forme est différente, la forme est identique, je vais devoir choisir cette paire qui représente une relation d'identité. » On a proposé ce type de tâche au singe, c'est excessivement compliqué. Alors comment on va résoudre la tâche? Eh bien, c'est simple, on va lui présenter des blocs d'essais couleurs, des blocs d'essais formes. Ces blocs sont importants au départ, des 120 essais par bloc. Lorsque l'animal apprend la tâche jusqu'à un certain niveau de performance, on va lui passer aux essais formes, puis après on va réduire la taille des blocs, couleur, forme, réduire la taille des blocs, couleur, forme, etc., etc. Et à la fin, on a des blocs de 2. Et le test va consister à présenter des blocs aléatoires, des séquences aléatoires. Et l'intérêt de la séquence aléatoire, c'est que l'essai précédent ne permet pas de prédire la relation qui va être utile dans l'essai du moment. Et donc, vous avez ici la situation telle qu'on l'a apprise. Hop, pardon. Vous avez ici un essai couleur. Un autre essai couleur. Vous voyez que l'animal cherche vraiment là. Il y a vraiment une réponse un peu hésitante. Vous avez un essai forme. Vous avez un autre essai forme, etc. Et donc on va regarder les résultats, et on va regarder les résultats en dissociant à la fois les essais consistants et les essais inconsistants. Les essais consistants, je vous rappelle, c'est quand les deux dimensions pointent vers la même relation. Lorsque les deux dimensions pointent vers la même relation, l'animal est excessivement bon, presque 95% correct. Donc les animaux sont vraiment très très bons dans ce type de tâches. Donc naturellement, là, c'est de toute évidence, ils sont capables de la résoudre lorsque les deux dimensions convergent. Plus difficile, c'est lorsque les dimensions ne convergent pas.
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles ne convergent pas? Donc, par exemple, ici, lorsqu'on présente ça comme paire modèle ou ça comme paire modèle. Est-ce que l'animal est capable de s'adapter de manière flexible au changement de dimension pertinente d'un essai à l'autre? La réponse, c'est qu'on a un animal qui est capable de le faire, a priori. Cet animal, c'est Dan. D'ailleurs, c'est le même Dan que du papier sur l'orthographe. Cet animal, en fait, semble capable de résoudre cette tâche-là, à la fois sur la dimension couleur et à la fois sur la dimension forme. Et donc, apparemment, ici, on a quand même une performance qui est tout à fait impressionnante, puisqu'il est capable de voir une paire, a priori de mémoriser cette paire, de voir les éléments de comparaison et de choisir la dimension pertinente de la paire initiale en fonction des éléments de comparaison qui lui ont été proposés. Donc voilà, je vais conclure ici, peut-être en 5-7 minutes. Et je vais essayer de conclure en quelques points. Le premier point, c'est que la tâche d'appariement relationnel est de toute évidence accessible aux singes, mais pas seulement aux singes anthropoïdes, comme le suggérait Roger Thomson, mais également aux singes qui étaient dits paléologiques, qui n'ont pas été entraînés à labelliser. Donc, visiblement, apparemment, certains animaux comme les babouins sont capables de résoudre cette tâche. Et j'en veux pour preuve des travaux qui ont été publiés depuis, ou en parallèle aux nôtres. Donc, notamment un travail qui a été publié il n'y a pas très longtemps sur un singe capucin. C'est un travail qui a été réalisé par Valentina Truppa et Elisabetta Visalberghi à Rome. Et puis un travail qui a été publié, je crois que c'est en 2015, j'ai dû me tromper ici, en fait, tout récemment dans Current Biology, par mon collaborateur Edward Wasserman, qui a travaillé cette fois-ci sur la corneille noire, et qui montre que la corneille noire semble capable de résoudre ce type de problème. Donc ici, en fait, elle va choisir cette paire-là, parce que, en fait, la paire modèle, ici, représente la même relation que la paire qui est présentée sur le centre de l'écran. Donc ici, je vais choisir la relation identique, parce que j'ai la relation d'identité ici. Donc apparemment, ces animaux-là ont une capacité à résoudre ce type de tâche. Et ils semblent le faire en traitant quand même. Il y a quand même une dimension relationnelle dans ce traitement de les tâches. Certes, il y a une dimension perceptive, c'est ce que j'ai représenté ici, mais de toute évidence, il y a une dimension relationnelle qui semble primer sur les informations perceptives, au moins dans les différents tests qu'on a proposés. Ceci dit, il faut quand même remarquer qu'on a ici quelque chose de tout à fait particulier. On a l'animal qui semble capable de résoudre ce type de tâche, mais seulement après un entraînement très très long. Ce n'est pas tellement long temporellement, puisque on prend 1 mois pour les entraîner, mais le nombre d'essais est absolument considérable. Et donc ce type de performance, en fait, implique réellement un apprentissage intensif. Et se pose naturellement la question, c'est quel est l'effet de cet entraînement comparativement aux situations, par exemple, de labellisation chez l'enfant? En quoi le fait de surentraîner l'animal sans lui donner de quoi labelliser, finalement, diffère ou ressemble aux situations où chez l'enfant on lui dit voilà, ça c'est un Thomas, ça c'est un Bliquet. Quelles sont les similarités et les différences? Il y a certainement des similarités qui peuvent expliquer potentiellement qu'on arrive à des performances finalement assez similaires. Un des éléments qui avait été souligné par Gentner et que j'ai présenté tout à l'heure en introduction, c'est par exemple que la labellisation invitait à la comparaison, dans le sens où elle attirait l'attention de l'enfant vers les propriétés communes des objets. Ce que je fais dans mon expérience, quand je renforce l'animal, j'invite à la comparaison d'une certaine façon. Je dis à l'animal, non, ce n'est pas ça qu'il fallait regarder, il fallait regarder ça. Et je le renforce en conséquence. Et d'une certaine façon, je pense que mon entraînement invite à la comparaison, un peu au même titre que les situations de labellisation invitent à la comparaison par ce renforcement différentiel qu'on va présenter et proposer aux animaux. Un autre aspect semble important ici. Lorsqu'on entraîne l'enfant et qu'on lui donne des labels, en fait, on lui donne non seulement des labels, mais on lui donne des systèmes de labels. Les relations, par exemple, sont souvent interdépendantes des unes des autres et non exclusives. Exclusives, par contre. Excusez-moi. Par exemple, si je suis identique, je ne suis pas différent. Si je suis différent, je ne suis pas identique. Donc c'est un système de relations. Si je suis l'un, je ne suis pas l'autre. Est-ce que c'est le cas chez l'animal? C'est absolument pas évident. Et en fait, si on regarde l'entraînement, les courbes d'apprentissage de l'animal, on va se rendre compte qu'elles ont toutes à peu près le même profil, et je vais simplement me focaliser sur une ici, qui a le même profil que les autres. En phase d'apprentissage ici, qu'est-ce que fait mon animal? Au départ, il va apprendre la relation identique. Et donc, il va être à un certain moment bon au début d'apprentissage sur la relation identique. Et puis, au bout d'un certain moment, il va découvrir la relation de différence. Mais le fait de découvrir la relation de différence va lui faire perdre la relation d'identité. Et ce n'est que progressivement que ces deux, finalement, relations vont converger, et peut-être qu'en fin d'entraînement, l'animal sait que l'un implique que ce n'est pas l'autre.
ou pas, mais ça reste en tout cas une hypothèse intéressante qui pourrait être testée expérimentalement. Et de fait, ce type de résultat qui émerge de mes babouins, on le retrouve par exemple sur le singe capucin de Truppa et Wieselberghi. On voit ici que l'animal est dans un premier temps sur la relation d'identité, ensuite il acquiert la relation de différence, et ensuite progressivement, les deux convergent. Et enfin, il y a une certaine différence entre les situations de labellisation et les situations d'entraînement qu'on va proposer à nos singes. C'est que d'une certaine façon, lorsqu'on labellise, on propose de labelliser, finalement, on fournit un code. On fournit un code à l'enfant, alors que clairement, moi, je ne fournis pas de code. Donc déjà, d'une certaine façon, on donne un cadre à l'enfant qui va lui permettre finalement de travailler sur la relation qu'on lui propose. Et il est très probable que l'absence de code a des conséquences importantes aussi, et des conséquences qui probablement limitent les capacités, par exemple, de généralisation du babouin dans une certaine mesure. Alors j'en veux pour preuve le dernier type de résultat que je vais vous présenter ici. Là, c'est le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure dans la tâche d'appariement relationnel qui implique des formes. Là. Or, il se trouve qu'un certain nombre de sujets, pas nombreux, 4 ou 5, avaient au préalable été entraînés dans cette tâche-là. C'est une tâche d'appariement qui implique cette fois-ci des couleurs. Et ces animaux-là, on a publié le papier en 2010, étaient tout à fait capables de résoudre la tâche. L'apprentissage était quand même assez difficile, en fait plus difficile que sur les formes. Ils étaient capables de résoudre ce type de tâche. Et apparemment, il y avait aussi un aspect relationnel, une dimension relationnelle qui était prise en compte dans ce type de résolution de problème. Si on regarde quels étaient ces 4 animaux qui avaient été entraînés au préalable, est-ce que c'était ceux-là? En fait, non, pas du tout, c'était ceux-là. Donc ces animaux qui avaient reçu un entraînement initial à la couleur, en fait, ont été incapables de généraliser à la forme. Et puis il se trouve que les autres animaux qui n'avaient pas reçu la couleur, certains d'entre eux ont été capables d'apprendre la situation de forme. Donc de toute évidence, il y a aussi ici des limites dans les capacités de généralisation. Et ces limites sont peut-être liées au fait simplement que l'animal n'a pas de code pour encoder des relations. Donc je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir convaincu qu'on a quand même ici, chez le babouin, une cognition relationnelle qui semble quand même de haut niveau. Elle n'est peut-être pas d'aussi haut niveau que ce qu'on peut trouver chez l'enfant, mais néanmoins, il y a quelque chose qui semble vraiment relationnel et dans des tâches qui sont réellement cognitivement complexes. Je voudrais remercier mes collaborateurs dans les travaux que j'ai présentés ici, Edward Wasserman de l'Université de Iowa, Michael Young, Timothy Fleming, Roger Thompson et Anaïs Mogar, qui a été une étudiante qui a fait une thèse avec moi sur cette thématique-là. Et puis je remercie les organismes financeurs, naturellement le CNRS, mon laboratoire, la Fédération 3C, l'université, la région, les programmes européens et l'ANR. Merci. Merci beaucoup Joël. On va pouvoir avoir une discussion de ces résultats qui sont passionnants là. Peut-être pour commencer à te poser une question, il aurait été possible, je suppose, de demander aux animaux de choisir. Par exemple, la règle pourrait être choisir toujours la paire qui est pareille. Dans ce cas-là, les animaux ne réussiraient pas systématiquement, alors que tu as corsé la difficulté en leur demandant que ce soit les relations qui soient identiques entre pour la première paire et la deuxième. Donc ça veut dire que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris le design. Donc la première... Donc si tu montrais juste les choix à la fin, je pense que l'animal n'aurait probablement pas de difficulté à choisir toujours, par exemple, la relation différente, si c'était celle-là qui était renforcée. Donc ça veut dire que je le focalise uniquement sur une dimension unique. Oui, enfin, il doit faire la différence entre la paire qui est identique et la paire qui est différente. D'accord. Mais je le renforce sur une dimension unique. En tout cas, voilà, la question c'est est-ce qu'on peut faire une distinction nette entre les relations de relations, qui est ce que tu testes ici, et le niveau 1, disons, des relations élémentaires. Est-ce que les mêmes animaux seraient capables d'apprendre... Quand tu montrais ces courbes qui oscillent en sens opposé, je crois que ça correspond simplement à un biais de l'animal qui est capable de dire cette paire-là est pareille, cette paire-là est différente, mais qui n'est pas capable de faire le lien avec la précédente. Alors oui, non, c'est certainement le cas. Ça veut dire qu'au départ, certainement, il y a un biais. Peut-être que les premières préférences qui sont observées au départ, c'est je ne regarde même pas le modèle. Et donc je donne une préférence sur la relation de différence, et puis d'un seul coup, je bascule sur la relation d'identité. Ceci dit, ça ne mène pas loin. Parce que si je fais ça, j'ai un pourcentage moyen qui va être de l'ordre de 50%, et donc l'animal est obligé de s'adapter à ce type de choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un vrai besoin, cette fois-ci, de rentrer dans une logique de comparaison. C'est-à-dire que si je regarde uniquement la paire
de comparaison différentes. Par exemple, j'irai à 50% correct. Mais si je rentre dans cette logique de comparaison qui est renforcée, cette fois-ci, je vais pouvoir progressivement justement associer ces relations entre elles. Donc il y a une double difficulté, n'est-ce pas? Il y a un aspect de mémoire de travail, puisqu'il faut maintenir une information passée, plus un aspect de mémoire de travail d'une relation. Oui, et on sait d'ailleurs que les relations ne sont pas identiques en termes de surcharge de mémoire de travail. Par exemple, on a utilisé par exemple ce genre de design là, où on demande à l'animal voilà, voici le modèle, voici les éléments de comparaison, et on surcharge la mémoire de travail par des tâches interférentes au milieu. Et on peut montrer que l'effet de la surcharge de la tâche interférente va affecter spécifiquement, par exemple, la relation de différence, plus que la relation d'identité. D'où l'idée que la relation de différence est une relation assez difficile en termes de mémoire de travail, puisqu'il va falloir mémoriser la totalité de cette richesse d'informations qui est là. Et donc, ça va affecter spécifiquement cette relation de différence. Donc, les relations ne sont pas exactement identiques, mais néanmoins, malgré ça, si j'enlève ça, l'animal semble capable d'associer à la fois les relations d'identité et de différence. Et en début d'entraînement, ils ne sont pas tous bloqués sur la relation de différence, ni même sur la relation d'identité. Certains animaux semblent préférer la relation d'identité et d'autres la relation de différence. En fait, c'était ma deuxième question. Est-ce que la relation différence implique une sorte de négation interne, donc ce serait une sorte de formule plus complexe que la relation d'identité? Je pense que c'est un peu cette idée-là. Oui. Parce qu'il y a des résultats de Soukaret à Harvard qui suggèrent que même pour les enfants, comprendre la négation est vraiment une étape cognitive particulière qui ne va pas de soi. C'est vraiment un code supplémentaire en quelque sorte. Et je ne sais pas si on peut interpréter ces résultats dans ce sens-là également chez l'animal. Je pense qu'il y a toute une logique à comprendre là, entre ces deux relations. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que peut-être que finalement ça devenait un système dans le sens où je suis l'un, je ne suis pas l'autre, et d'un seul coup il y a la notion de négation, mais ce n'est pas évident. C'est absolument pas évident. Peut-être que l'animal traite de manière tout à fait parallèle ces deux relations, et donc finalement c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il peut surcharger sa mémoire de travail. Il va être obligé de se focaliser sur les deux relations, alors que si je suis un sujet humain avec un bon label, je vais pouvoir me focaliser sur cette relation, par exemple, d'identité. Je me dis, ce n'est pas la relation d'identité. Et ça simplifie de nouveau la tâche. Donc il y a clairement un avantage à avoir des labels dans ce genre de contexte, à mon avis. Je pense que vous avez sûrement des questions. Qui souhaite poser une question? Oui. Est-ce que vous avez essayé de labelliser justement les problèmes pour ces animaux-là? Labelliser, dans quel sens? De leur donner des labels. Non, on n'a pas essayé de le faire. En fait, on n'a pas essayé de le faire parce qu'on a été surpris de découvrir qu'ils sont capables de résoudre la tâche sans label. Voilà. Assez peu de gens. Une petite fraction d'entre eux, quand même. Une petite fraction d'entre eux. Alors, ceci dit, vous regardez la littérature complète dans ce domaine et vous verrez que c'est une petite fraction d'entre eux, mais c'est 95% des animaux non anthropoïdes qui sont capables de résoudre la tâche sur Terre. Donc c'est quand même un nombre assez considérable. Je veux dire, beaucoup de gens ont essayé et beaucoup de gens ont échoué. On peut dire le babouin français. Le babouin français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y en a une là, oui. Quand on propose des dizaines de milliers de tests aux animaux, est-ce qu'il est possible de présenter toujours des tests différents? Parce que la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque que plutôt que de généraliser, l'animal se remémore un exemple précédent qui lui avait donné une réponse? Alors, est-ce qu'il y a un risque que l'animal se mémore un exemple précédent? La réponse est oui. Par exemple, j'ai fait des expériences qui ont montré qu'un babouin est capable de mémoriser 8000 images, 6000 images. Ça a été publié en 2006. Donc clairement, ils ont une mémoire à long terme visuelle qui semble considérable. Et effectivement, peut-être qu'il y a ce genre de choses. Ceci dit, les garanties quand même dans les situations expérimentales, c'est que ces images qui ont été présentées initialement ne sont plus représentées dans la phase de test, puisqu'on leur met des images nouvelles. Donc c'est là, finalement, la garantie et tout l'intérêt d'avoir une phase de généralisation. On présente des choses nouvelles, des configurations nouvelles qui n'ont, a priori, jamais vu dans le contexte de l'expérience. De ce point de vue-là, je me demandais aussi si vous aviez testé si le sens d'identité versus différent est vraiment catégoriel ou si simplement un sentiment de similarité entre les formes. Et une manière de le tester serait d'avoir des formes qui sont différentes, mais avec un gradient
Un gradient de différence. Tend vers la similarité. Et éventuellement, il y a un cas particulier qui m'intéresse particulièrement, c'est si tu renverses la forme en miroir. Est-ce que, alors là, la similarité est très grande parce que toutes les propriétés élémentaires sont toujours là, mais est-ce que le singe traite ça comme un cas différent ou comme un cas identique? Alors, on ne l'a pas fait dans les situations d'appariement relationnel, mais on l'a fait dans les situations que j'avais présentées avec les tableaux d'icônes. Et on a joué avec ce type de configuration quelques années, donc on s'est amusé. Alors, on n'a pas fait les images en miroir de mémoire. Je ne me souviens plus, mais on a par exemple joué sur l'orientation. On a joué sur les fréquences spatiales, on les a rendues plus ou moins floues pour essayer de vérifier dans quelle mesure ils utilisaient des informations plutôt liées à l'objet ou à la structure. On a joué sur les alignements, par exemple, dans ce type de configuration. Globalement, ça résistait assez bien. Alors, ceci dit, on sait que le problème de reconnaissance d'objets en miroir est particulièrement difficile chez l'animal, chez le singe. Et cette discrimination d'objets en miroir est vraiment très très difficile à obtenir. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'on a pas mal de données qui suggèrent que là, pour le coup, c'est l'apprentissage de la lecture qui joue un rôle particulier, qui permet de briser cette symétrie en miroir, ou en tout cas de grandement la faciliter. Et alors c'est particulièrement difficile, on a publié, mais là ça remonte à une vingtaine d'années, les situations à la Shepard de rotation mentale par exemple. Et on a quand même montré qu'un babouin, c'était ce genre d'animaux, était capable de reconnaître un objet dans une orientation particulière et de l'associer au même objet dans une relation particulière et de le différencier de son image en miroir. D'accord ? Donc ça, c'est le genre de choses qui est accessible a priori, mais qui est quand même excessivement difficile. Ce sont des vraies tâches ici. Et là encore, d'entraînement. Et je pense que par ailleurs, la lecture ne fait pas autre chose, je crois. Elle nous entraîne fortement à distinguer des formes qui sont des images en miroir. De même que la lecture a potentiellement un autre type d'effet, c'est apprendre à lire, c'est apprendre à grouper les éléments entre eux. Et apprendre à grouper les éléments entre eux, c'est quelque part avoir dans la même zone attentionnelle, dans la même la capacité de traiter finalement une structure complète. Une différence fondamentale qu'on trouve quand on travaille sur l'animal, sur le babouin par rapport à l'homme, c'est que l'intégration perceptive est difficile. Et ça peut être ça aussi l'objet d'une difficulté à intégrer les relations. Donc si par exemple j'ai ça, ce type de configuration, je pense que j'ai une diapo, voilà. Qu'est-ce qui me prouve que cet animal ici traite le total? Si mon animal est complètement focalisé vers cette relation-là, vers cet objet-là, naturellement, il ne va pas traiter les relations entre les deux objets. Et justement, la lecture a pour intérêt d'apprendre à l'enfant à regrouper tout ça. Et en regroupant, je vais pouvoir accéder aux mots, mais je vais aussi pouvoir accéder aux relations entre les objets. C'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, la scolarisation, en général, apprend aux enfants une flexibilité dans le traitement de ce genre d'objets. Donc, effectivement, ça peut être 6 lettres, mais ça peut être 3 paires. Et en l'occurrence, il faut les traiter plutôt comme des paires. Et de fait, chez les babouins, ce qu'on fait, par exemple, ici, c'est qu'au départ de l'entraînement, on va les rapprocher. Donc, on va les mettre vraiment proches. Et une fois que c'est proche, ils vont pouvoir traiter ici cette structure relationnelle. Et puis, progressivement, on va éloigner, ils vont échouer. Ça, c'est la situation de couleur que j'ai décrite à la fin. Et puis, à force de les réentraîner, ils vont finalement réussir à accéder à ça. Donc, il y a un vrai problème de mise en correspondance d'éléments et d'aller au-delà, finalement, des distances spatiales qui réunissent ces éléments. Et toi, tu insistes sur le fait qu'ils sont capables de regrouper des éléments qui sont dispersés. Mais j'insisterai sur la flexibilité parce que je pense que ça marche aussi en sens inverse. Nous, on a eu un test qui était assez intéressant de différence entre les illettrés, enfin les personnes non alphabétisées et les personnes alphabétisées, que ce soit alphabétisé à l'adulte ou chez l'enfant. C'est dans la décomposition des visages. Il y a un test classique de traitement holistique des visages qui demande aux personnes de se focaliser uniquement sur la partie basse du visage et de juger, comme toi d'ailleurs, si c'est pareil ou si c'est différent. Mais uniquement sur la partie basse, alors que la partie haute n'est pas pertinente. Et la démonstration que le traitement des visages est holistique, c'est que si la partie haute des visages dit une chose, par exemple les deux sont identiques, alors que la partie basse dit que c'est différent, les gens ont tendance à intégrer les deux informations, qui ont du mal à faire un traitement qui ne soit pas holistique. Mais l'apprentissage de la lecture facilite la décomposition. Donc les personnes qui avaient appris à lire étaient mieux capables de faire attention uniquement à la partie basse des visages. Donc on va à la fois grouper et scinder. Donc exactement, je crois que c'est la flexibilité dans le traitement qui permet de faire soit l'un, soit l'autre facilement. En tout cas dans le cas de ces effets de lecture. Mais c'est certainement une difficulté particulière, tu as raison, dans le cas de ce test chez l'animal. C'est une difficulté auquel on est en permanence confronté dès qu'on propose un protocole expérimental.
C'est cette idée toute simple de mettre les choses ensemble. Mettre les choses ensemble, soit spatialement, soit temporellement d'ailleurs. C'est à peu près la même chose. C'est le même niveau de difficulté. Donc on va y arriver, mais ça implique toujours un entraînement long, dès lors qu'il va falloir intégrer dans une dimension temporelle et dans une dimension spatiale.